la porte de la grange s'ouvrit dans un grincement sinistre, comme un cri étouffé dans la nuit provençale. Baptiste, le cœur battant à tout rompre, sentit la main ferme de Louis se poser sur son épaule, un geste qui n'avait rien d'innocent. « Viens, mon garçon » murmura l'homme d'une voix rauque, chargé de secrets que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Et là, sous le faisceau pâle de la lune qui filtrait à travers les fissures des planches, Louis l'attira contre lui, ses lèvres effleurant celles de Baptiste dans un baiser qui goûtait le vin rouge et l'interdit absolu. Baptiste avait 19 ans cette nuit-là, un été étouffant de 2023 où l'air du Luberon vibrait d'une chaleur qui collait à la peau comme une promesse inavouée. Fils unique d'un vigneron bourru nommé Henri, il grandissait dans l'ombre des vignes ancestrales, entre les rangs de grenaches et de syrah qui s'étendaient jusqu'à l'horizon bleuâtre des collines. Henri était un homme de la terre, les mains calleuses marquées par des décennies de labeur, le regard durci par les gelées tardives et les marchés volatiles. Il ne parlait jamais d'amour, seulement de rendement et de dette. Baptiste, avec ses boucles châtaines qui cascadaient sur son front et ses yeux verts hérités d'une mère disparue trop tôt, se sentait comme un intrus dans ce monde de masculinité brute. À l'école du village, il excellait en littérature, dévorant Proust et Gide en cachette, mais ses rêves nocturnes le hantaient, des corps entrelacés, des souffles mêlés, des désirs qu'il n'osait confier à personne. Louis était l'ami d'enfance d'Henri, revenu au pays après des années d'errance à Paris et à Marseille. À 35 ans, il portait les stigmates d'une vie nomade, une barbe poivre et sel impeccablement taillée, des tatouages discrets sur les avant-bras, un compas et une encre, souvenirs de marins croisés dans des bars enfumés et un sourire en coin qui désarmait les cœurs les plus endurcis. Il avait atterri à la ferme comme un vent du sud, aidant Henri à vendanger et réparant les tracteurs rouillés avec une dextérité qui forçait l'admiration. « C'est un bon gars, Louis », grognait Henri en levant son verre de pastis au dîner. « Il sait ce que c'est, la loyauté. » Baptiste, lui, le regardait en silence, captivé par la façon dont ses chemises en lin moulaient ses épaules larges, par l'odeur de tabac blond et de lavande qui émanait de lui après une journée au soleil. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que Baptiste se racontait pour apaiser sa culpabilité grandissante. Une après-midi de juillet, alors que la moisson battait son plein, Louis l'avait surpris en train de lire les chants de Maldoror sous un olivier centenaire. « Qu'est-ce que tu fabriques là, petit poète » avait-il lancé d'une voix taquine, s'asseyant à ses côtés sans invitation. Baptiste avait rougi, refermant le livre comme un coffre-fort. Mais Louis n'était pas homme à se contenter de silence. Il avait tendu la main, effleurant du bout des doigts le poignet de Baptiste pour en retirer une brindille. « T'as les veines qui battent comme un tambour de carnaval. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Les mots étaient sortis malgré lui, l'étouffement de la ferme, le poids des attentes paternelles, cette sensation diffuse d'être un étranger dans son propre corps. Louis avait écouté, hochant la tête, ses yeux bleus comme la Méditerranée en tempête. « La vie, mon gars, c'est pas une vigne qu'on taille. C'est un feu qu'on laisse brûler. » Depuis ce jour, leurs rencontres s'étaient multipliées. Des balades au crépuscule le long des sentiers bordés de thym, où Louis contait ses aventures une nuit dans un cabaret gai de Pigalle, une rupture déchirante avec un amant aux yeux d'émeraude. Baptiste buvait ses paroles, fasciné par cette liberté que Louis incarnait. Il se surprenait à imaginer, et si ses regards prolongés n'étaient pas que de la camaraderie? La nuit de la grange était venue comme une évidence inéluctable. Henri était parti pour une foire à Avignon, laissant la ferme aux mains de Louis. « Aide-moi à ranger le foin, Baptiste » avait dit l'homme en fin de journée, son ton neutre masquant l'électricité dans l'air. Ils avaient travaillé en silence, les fourches plantées dans les bottes dorées, la sueur perlant sur leur front. Puis, comme le soleil sombrait derrière les Alpilles, Louis avait posé sa fourche. « Viens voir un truc. » La grange était un sanctuaire oublié, vestige d'un domaine plus prospère, avec ses poutres noircies par le temps et son sol de terre battue imprégné d'une odeur de paille sèche et de vieux bois. Louis avait allumé une lanterne à huile, projetant des ombres dansantes sur les murs. Il s'était approché d'une malle rouillée, l'ouvrant pour révéler un album jauni, des photos de trois enfants, courant nus dans les vignes, Henri et Louis inséparables, riant aux éclats. « Ton père et moi, on s'est juré la fidélité éternelle » avait murmuré Louis, sa voix se brisant légèrement. Mais la vie. Elle nous trahit tous. Baptiste avait senti son pouce accélérer. Louis s'était tourné vers lui, si proche que leur souffle se mêlait. « Et toi, qu'est-ce que tu cherches, Baptiste ?» Le baiser avait été un raz-de-marée. Les lèvres de Louis, chaudes et assurées, avaient capturé celles de Baptiste avec une urgence contenue depuis des semaines. Des mains calleuses avaient glissé sous sa chemise, explorant la peau douce d'un torse encore juvénile, tandis que Baptiste,
tremblants, s'abandonnaient à la sensation. Ils étaient tombés dans le foin, un lit improvisé qui crissait sous leurs corps enlacés. Louis murmurait des mots en provençal, des tendresses oubliées, « Mon bel ange, t'es plus doux qu'un matin de rosée ». Baptiste, les yeux clos, laissait les larmes couler au nom de tristesse, mais de libération. Pour la première fois, il se sentait vu, désiré, entier. Mais l'aube apporte toujours ses ombres. Quand Henri revint le lendemain, chargé de fromage et de saucisses de la foire, il trouva Baptiste changé, un éclat dans le regard, une rougeur aux joues qui n'échappa pas à son père. « T'as l'air d'un chat qui a vu la crème, fiston », grommela-t-il en posant son panier. Baptiste balbutia une excuse, le cœur serré. Louis, fidèle à sa parole, reprit son rôle d'ami loyal, aidant à la cave comme si de rien n'était. Pourtant, les regards volés lors des repas, les frôlements accidentels en passant le sel, ravivaient le feu. Baptiste passait ses nuits à relire les messages codés que Louis lui glissait, un billet plié dans sa poche, Grange, minuit. Elle. Leur idylle clandestine s'épanouit comme une vigne en plein soleil. Des rendez-vous volés dans les champs, où Louis initiait Baptiste au plaisir charnel avec une patience infinie et des caresses lentes qui faisaient fondre les inhibitions, des étreintes passionnées sous les étoiles. « T'es mon secret le plus beau », chuchotait Louis, ses doigts traçant des arabesques sur le dos de Baptiste. Ce dernier, ébloui, se laissait emporter, oubliant les murmures du village, les commérages sur Louis, elle, errant, qui avait fui une femme enceinte à Paris, ou pire, des rumeurs sur ses penchants dans les ports de la Côte d'Azur. À la ferme, Henri semblait aveugle, noyé dans ses soucis financiers ou une banque qui serrait la vis, une récolte menacée par la sécheresse. Pourtant, les fissures apparurent vite. Un soir d'août, alors qu'ils s'aimaient dans la pénombre de la grange, un bruit de pas dehors les figea. C'était le vent, se dirent-ils, mais le doute s'insinua. Baptiste commença à craindre pour Louis, et si Henri découvrait? Et si le village, ce nid de vipères pieuses, les condamnait? Louis, plus expérimenté, balayait les peurs d'un rire. L'amour vrai, c'est un risque, mon cœur. Et le nôtre vaut tous les scandales. Mais au fond de lui, Baptiste sentait une tempête se lever, un orage qui allait tout balayer. Les vendanges arrivèrent comme un exutoire bienvenu, un tourbillon de rires forcés et de fatigue bienfaisante qui masquait les tourments intérieurs. Baptiste et Louis travaillaient côte à côte, leur corps luisant de sueur sous le soleil impitoyable, échangeant des regards complices quand Henri tournait le dos. La nuit, ils se retrouvaient dans la grange, transformés en alcôve secrète où le temps s'arrêtait. Louis, avec sa voix grave comme un vin de garde, lisait des poèmes de Verlaine à Baptiste allongé nu sur le foin, traçant de ses lèvres les contours de son corps. « Ton âme est un paysage choisi », murmurait-il, et Baptiste, ivre de ces mots, se sentait poète et amant à la fois. Mais l'amour, dans sa fougue, appelle les ombres. Un après-midi, alors que Baptiste aidait à charger les cuves, il surprit une conversation entre Henri et un voisin, Marcel, un vieux renard aux moustaches jaunies. « Ton Louis, il a toujours eu le diable au corps », ricana Marcel en crachant son tabac. À Marseille, on disait qu'il préférait les garçons aux filles. « Méfie-toi, Henri, il pourrait bien corrompre ton fils. » Henri haussa les épaules, mais son front se plissa. Billevesée. Louis est comme mon frère. Baptiste, tapi derrière un tonneau, sentit son estomac se nouer. Était-ce de la jalousie qui perçait dans la voix d'Henri? Ou une intuition refoulée? Les doutes de Baptiste s'amplifièrent lors d'une fête au village, la Saint-Vincent, où les rues d'Apt s'illuminaient de guirlandes et de feux de joie. Vêtu d'une chemise blanche qui soulignait sa silhouette élancée, Baptiste dansait au son des accordéons, Louis à ses côtés, une main possessive sur sa taille quand personne ne regardait. Mais une jeune fille, claire, aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux pétillants, s'approcha de Baptiste. Fille du maire, elle était promise à un avenir doré, et ses parents la poussaient vers le fils du vigneron à un mariage qui sauverait la ferme d'Henri. « Tu es si beau ce soir, Baptiste », susurra-t-elle en lui tendant un verre de rosé. Il sourit poliment, mais son regard fuyait vers Louis, qui observait la scène depuis l'ombre d'un platane, le visage crispé. Plus tard, dans la grange, l'orage éclata. « Tu flirtes avec elle », lança Louis, sa voix un mélange de colère et de vulnérabilité. Baptiste, surpris, protesta, « C'est rien. » Mes parents. Le village. Louis l'attira violemment contre lui, leurs bouches se heurtant dans un baiser punitif. « T'es à moi, Baptiste. » Pas à ces conventions pourries. Ils firent l'amour avec une urgence nouvelle, des ongles qui griffaient, des gémissements étouffés, comme pour sceller un pacte contre le monde.
Mais au matin, Baptiste trouva un billet de Louis, on doit parler. Ce soir. La conversation fut un scalpel. Assis sur une botte de foin, Louis avoua son passé, une jeunesse tumultueuse, un coming-out brutal à Paris qui l'avait chassé de sa famille, une série d'amants éphémères pour combler le vide. J'ai fui ici pour recommencer, mais toi. Tu m'as réveillé. Baptiste, les larmes aux yeux, confia ses propres tourments, les nuits à prier pour changer, les regards moqueurs à l'école quand on le traitait de « chochotte ». J'ai peur, Louis. Peur de tout perdre. L'homme le serra contre son torse, son cœur battant comme un tambour. Alors on fuira ensemble. J'ai de l'argent de côté, un ami à Aix qui nous hébergera. L'idée d'une fuite illumina les jours suivants comme un soleil d'automne. Baptiste rêvait d'une vie libre, un appartement sous les toits à Marseille, des promenades main dans la main sur la corniche, des nuits sans peur. Louis planifiait en secret, vendant des outils à la sauvette pour gonfler leur caisse. Henri, absorbé par une offre de rachat de la banque, un promoteur qui voulait transformer les vignes en lotissements de luxe, ne remarqua rien. Ou du moins, c'est ce qu'ils crurent. Le conflit surgit par une nuit de pluie torrentielle, fin septembre. Baptiste rentrait tard de la grange, les vêtements imprégnés de l'odeur de Louis, quand Henri l'attendit dans la cuisine, une bouteille de cognac entamée devant lui. « Assieds-toi, fiston. On va causer. » Le ton était calme, trop calme. Baptiste obéit, le cœur en vrac. Henri planta ses yeux dans les siens. « J'ai vu comment tu regardes Louis. Et lui, toi. La grange. Elle cache rien à un vieux renard comme moi. » Baptiste blêmit, balbutiant des dénégations. Mais Henri leva la main. « Écoute-moi bien. Louis est mon frère de cœur. S'il te touche, c'est une trahison. Pire, c'est la ruine pour nous tous. Le village. Il nous boycotterait. Et moi, je perdrais mon fils. » Les mots d'Henri étaient un poison lent. Il parla d'honneur familial, de la terre qui exigeait du sang pur, de sa propre jeunesse où il avait étouffé un amour pour une cousine afin de rester au pays. « Ne fais pas comme moi, Baptiste. Choisis la vie facile. Marie-toi avec Claire, sauve la ferme. Louis. » Il partira, comme toujours. Baptiste, déchiré, quitta la table en larmes. Il courut à la grange, trouva Louis trempé par l'averse, les bras ouverts. Il sait, sanglota-t-il. Louis jura de tout affronter, mais au fond, Baptiste vit l'hésitation, Louis, l'errant, n'avait jamais su s'ancrer. Les jours suivants furent un supplice. Henri traita Baptiste avec une froideur nouvelle, l'envoyant livrer du vin à Avignon pour l'éloigner. Louis, lui, multiplia les signes d'affection, une rose cueillie dans le jardin, un poème gravé sur une écorce. Mais le doute rongeait Baptiste. Et si Henri avait raison? Et si leur amour n'était qu'un feu de paille, condamné par le poids des traditions? La trahison frappa comme un éclair. Un soir, alors que Baptiste revenait d'une livraison, il surprit Louis en pleine conversation téléphonique dans la cour. « Oui, Henri, je sais. Je vais lui parler. C'est une erreur de jeunesse, il s'en remettra. Pour la ferme. On oublie tout. » Le monde de Baptiste s'effondra. Louis, son amant, son confident, avait vendu leur secret à Henri pour un pacte de silence? Aveuglé par la rage, il s'enfuit dans la nuit, courant à travers les vignes inondées, le cœur en lambeaux. La pluie martelait les feuilles comme des coups de fouet, et Baptiste courait sans but, les poumons en feu, les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage. Les vignes, ces sentinelles muettes de son enfance, semblaient se moquer de lui, leurs grappes gonflées de promesses qu'il ne cueillerait jamais. Il s'effondra enfin au pied d'un vieux mur de pierre sèche, près du ruisseau qui gonflait sous l'orage. Là, seul avec sa douleur, il vomit sa bile non pas physique, mais celle d'une trahison qui le transperçait plus profondément que n'importe quel couteau. Louis, l'homme qui lui avait appris à embrasser la vie, l'avait livré en pâture à la raison paternelle. Pourquoi? La paix d'une ferme en péril? Un semblant d'honneur? Il erra toute la nuit, évitant les chemins éclairés, se réfugiant dans une cabane de chasse abandonnée au bord des collines. Le jour se leva gris et lourd, un voile de brume enveloppant le Luberon comme un linceul. Baptiste, frigorifié, n'avait ni mangé ni dormi, son téléphone vibrait sans relâche des messages de Louis, « Attends-moi, mon amour, c'est un malentendu. » Il les effaça tous, le cœur durci. Vers midi, affamé et perdu,
il descendit vers le village, où les cloches de l'église sonnaient l'Angélus. Apt, avec ses ruelles pavées et ses boutiques aux volets clos, lui parut soudain hostile, un piège tendu par des regards invisibles. Il entra dans un café anonyme, le bar des amis, commanda un café noir qui lui brûla la langue. Assis au comptoir, il observa les habitués, des vieux vignerons courbés sur leur partie de pétanque imaginaire, une serveuse aux hanches généreuses qui fredonnait Brassens. Personne ne le reconnut ou du moins, ils firent mine. Mais au fond de la salle, un homme attira son regard, grand, les cheveux grisonnants, un air de professeur en vacances. Il s'appelait Julien, comme Baptiste l'apprit plus tard, un Parisien venu peindre les paysages provençaux. « Vous avez l'air d'un poète maudit », dit-il en s'approchant, un sourire doux aux lèvres. Baptiste, surpris, haussa les épaules. Plutôt un idiot trompé. Julien l'invita à sa table, offrit un croissant et une oreille attentive. Bientôt, les mots jaillirent, l'amour pour Louis, la découverte de la trahison, le gouffre familial. Julien écouta sans juger, ses yeux bruns emplis d'une compassion qui réchauffa Baptiste plus que le café. L'amour, c'est une danse, mon garçon. Parfois, on trébuche. Mais on se relève en apprenant les pas, il parla de son propre parcours, un mariage hétéro pour plaire à la société, une crise de milieu de vie qui l'avait poussé à assumer son homosexualité à 50 ans. J'ai perdu des amis, mais gagné une liberté que je n'échangerai pour rien. Pour la première fois depuis des heures, Baptiste sourit. Julien lui proposa de le héberger le temps de se reprendre, une chambre d'amis dans sa maison louée, avec vue sur les lavandes fanées. Les jours suivants furent un baume. Baptiste s'installa chez Julien, aidant à des tâches domestiques en échange cuisiner des ratatouilles parfumées au basilic, promener le vieux chien arthritique nommé Baudelaire. Julien, avec sa collection de vinyles et ses livres jaunis, devint un mentor inattendu. Il parlait des heures, de Genet et de son journal du voleur, de la queer théorie importée d'Amérique qui remettait en question les normes françaises si rigides. En France, on célèbre l'amour libre en théorie, mais en pratique ? C'est encore le quai des orfèvres pour les cœurs qui battent trop fort du mauvais côté, ironisait Julien. Baptiste, nourri de ces échanges, commença à guérir. Il écrivit même des poèmes rageurs sur la trahison, des lettres non envoyées à Louis où il crachait sa douleur. Pourtant, le passé ne lâche pas si facilement. Une semaine après sa fuite, Henri apparut à la porte de Julien, le chapeau à la main, le visage buriné par l'inquiétude. « Fiston, rentre. On oublie tout. » Baptiste, posté dans l'encadrement, le fixa froidement. « Oublier ? Tu veux que j'oublie qui je suis pour sauver tes vignes ?» Henri, maladroit, tenta d'expliquer, la pression de la banque, les rumeurs qui enflaient, son propre amour refoulé pour un ouvrier italien dans les années 70. « J'ai eu peur pour toi, Baptiste. Peur de te voir brisé comme moi. » Les mots touchèrent une corde sensible, mais la blessure était vive. « Et Louis ?» demanda Baptiste d'une voix tremblante. Henri baissa les yeux. « Il est parti. Hier soir. Il a dit que c'était mieux pour tout le monde. » Le choc fut un nouveau coup. Louis, partit sans un adieu. Julien, discret, laissa père et fils seuls. Henri parla enfin, vidant son sac, sa complicité forcée avec Louis, qui avait confessé leur liaison pour protéger Baptiste d'un scandale plus grand. « Il t'aime, fiston. Mais il sait que l'amour ici, c'est une vigne qui pousse à l'envers. Il m'a fait jurer de te laisser choisir. » Baptiste, les larmes coulant, serra son père dans ses bras pour la première fois depuis l'enfance. Un geste maladroit, odorant de terre et de vin, mais chargé d'une tendresse nouvelle. Ils rentrèrent ensemble à la ferme, le silence apaisé par une trêve fragile. De retour, la maison semblait vide sans Louis. Ses outils traînaient encore dans la cour, un rappel poignant. Baptiste fouilla la grange, trouva un paquet, des vêtements pliés, une lettre cachetée. « Mon Baptiste adoré », commençait-elle. « Je pars pour Marseille, où un boulot m'attend au port. Pas par lâcheté, mais par amour. Ton père m'a supplié de te laisser grandir sans scandale. Je ne pouvais pas détruire sa vie ni la tienne. Souviens-toi de nos nuits, elles étaient vraies. Si le destin veut, on se recroisera. Ton Louis, pour toujours. » Une photo glissa, eux deux, enlacés dans le foin, pris par un rayon de lune. Baptiste pleura des heures, le cœur en deuil. Le temps fit son œuvre. Octobre apporta les premières pluies bienfaisantes, rinçant les vignes assoiffées. Baptiste reprit le travail,
aidant Henri à négocier avec la banque un prêt sauvé in extremis par un investisseur inattendu, Julien lui-même, touché par leur histoire. Le village bruissait encore de rumeurs, mais Baptiste, plus fort, les affrontait d'un haussement d'épaule. Il correspondait avec Julien, qui l'encourageait à Paris, viens étudier les lettres, deviens l'écrivain que tu es. L'idée germa, quitter la ferme pour un temps, explorer le monde. Mais le destin, ce farceur, avait d'autres plans. Une lettre arrive à mi-novembre, postée de Marseille, je suis là, au Vieux-Port. Si tu veux, embarque avec moi. Le cœur de Baptiste s'emballa. Était-ce une seconde chance, ou un piège du passé? Baptiste relut la lettre 100 fois, les mots de Louis se gravant en lui comme une marque au fer rouge. Marseille, la ville aux 1000 visages, avec ses calanques turquoises et ses ruelles labyrinthiques, l'appelait comme un phare dans la nuit. Pourtant, la peur le clouait au sol, et si c'était une illusion, un mirage né du désespoir? Henri, sentant son tourment, posa une main sur son épaule un soir devant le feu de cheminée. Va, fiston. La vigne attendra. Moi, j'ai appris ma leçon, retenir l'amour, c'est l'étouffer. Ces mots, prononcés d'une voix rauque, étaient une libération. Baptiste, ému, embrassa son père, un geste simple, mais révolutionnaire dans leur histoire de silence. Il partit un matin de brume, sac à dos bourré de vêtements et de carnets, le cœur gonflé d'un mélange d'excitation et d'angoisse. Le train pour Marseille filait le long de la côte, les paysages défilant comme des souvenirs, les garrigues arides, les villages perchés accrochés aux falaises. À la gare Saint-Charles, l'air salin le frappa de plein fouet, chargé d'épices et de cris de mouettes. Louis l'attendait au bout du quai, plus amaigri, les yeux cernés, mais son sourire intact. « Tu es venu » murmura-t-il, la voix brisée. Baptiste, les larmes aux yeux, se jeta dans ses bras. Le baiser qui suivit fut un serment, pardonnable, mais jamais oubliable. Ils s'installèrent dans un petit appartement au-dessus d'un garage, près du port. Louis travaillait comme mécanicien sur des bateaux de pêche, rentrant les mains noires de graisse et d'histoire de mer. Baptiste, inscrit à l'université d'Aix pour un master en littérature, passait ses journées dans des amphis surchauffés, déconstruisant à la recherche du temps perdu avec des professeurs excentriques. Les soirées étaient à eux, des dîners de bouillabaisse arrosés de pastis, des promenades sur la canebière où ils osaient se tenir la main, défiant les regards torves. Louis, guéri de ses démons, parlait ouvertement de son passé, j'ai trahi par peur, Baptiste. Peur de te voir haï comme je l'ai été. Mais sans toi, je suis un coquille vide. Leur amour se réinventa, plus mature, plus nuancé. Ils exploraient ensemble une expo de photos queer au Mucem, où des images d'amants entrelacés les firent pleurer de reconnaissance, une nuit dans une boîte gay du Panier, où Baptiste dansa pour la première fois sans entrave, le corps libéré contre celui de Louis. Pourtant, les ombres persistaient. Louis, hanté par la trahison passée, devenait jaloux des nouveaux amis de Baptiste, un camarade de fac nommé Théo, aux boucles rousses et aux rires contagieux. « Il te regarde trop », grognait Louis après une soirée. Baptiste, patient, le rassurait, « C'est toi, toujours toi ». Le vrai conflit surgit en janvier, quand Henri annonça une visite. « Je veux voir si tu es heureux, fiston. » Et rencontrer Louis comme il se doit. L'idée terrifia Louis, affronter le frère trahi. Baptiste, médiateur, organisa un dîner tendu dans leur appartement exigu. Henri arriva en train, apportant une caisse de vin millésimé et un air solennel. Autour de la table, sous la lumière jaunâtre d'une ampoule, les mots sortirent comme un vin aigre. Henri accusa Louis d'égoïsme, Louis riposta en défendant leur amour comme un rempart contre l'hypocrisie rurale. « Tu m'as utilisé pour ton silence, Henri, lança-t-il. Le père, rouge de colère, frappa du poing, « Et toi, tu as volé mon fils. » Baptiste, au milieu, sentit le monde basculer. « Arrêtez » cria-t-il, les larmes coulant. « C'est mon choix. Mon amour. Si vous ne l'acceptez pas, partez tous les deux. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri, le premier, tendit la main à Louis. « Pardonne-moi, vieux frère. J'ai eu tort. » Louis, ému, la serra. Ce soir-là, autour d'un verre de Châteauneuf-du-Pape, ils parlèrent vraiment, des peurs partagées, des amours enfouis. Henri confessa même son regret pour l'ouvrier italien, un fantôme qu'il avait hanté 40 ans. « Protège-le, Louis. Mieux que je n'ai su le faire pour moi. » La réconciliation fut un pont jeté sur l'abîme. Henri repartit apaisé, promettant de moderniser la ferme, un coin pour les touristes queer,
une alliance avec des vignerons bio parisiens. Baptiste et Louis, renforcés, plongèrent dans une routine heureuse. Mais le destin, capricieux, testa leur lien. En mars, Louis apprit qu'il avait un fils, fruit d'une aventure fugace à 20 ans, un garçon de 15 ans, élevé par une ex à Toulon, qui le cherchait maintenant. « Je dois le voir », dit Louis, pâle. Baptiste, généreux, l'encouragea, « c'est ta chance de réparer. » La rencontre fut émouvante, le fils, un adolescent timide nommé Enzo, ressemblait à Louis en plus doux, avec des yeux bleus curieux. Ils se virent dans un café du Vieux-Port, Louis tremblant comme une feuille. Enzo posa des questions directes, « T'es gay, hein? Maman a dit que c'est pour ça que t'es parti. » Louis, honnête, raconta son histoire. Baptiste, présent en soutien, observa l'émotion brute, des larmes, des rires, un début de lien. Mais au retour, Louis sombra, « Et si je suis pas à la hauteur? Père, amant. Je rate tout. » Baptiste le releva, nuit après nuit, avec des mots tendres et des corps unis. « Tu es assez, mon amour. Pour nous tous. » Le printemps fleurit, et avec lui, un projet fou, écrire leur histoire. Baptiste, inspiré, tapa frénétiquement sur son ordinateur, transformant leur romance en un roman semi-autobiographique. Louis, muse réticente, posa pour des descriptions vivantes. « T'es mon Proust, taquina-il. » Mais alors que le manuscrit prenait forme, une lettre de Julien arriva, une offre d'édition à Paris. « C'est ta voix qu'ils veulent, Baptiste. Viens. » La tentation divisa, rester à Marseille, ancré avec Louis et Enzo, ou conquérir la capitale? Louis, magnanime, poussa, « Va. Je te suis. » Mais au fond, la peur de l'abandon renaissait. L'été 2024 enveloppa Marseille d'une lumière éblouissante, mais pour Baptiste, c'était un crépuscule intérieur. La lettre de Julien brûlait comme une braise, Paris, la ville lumière, avec ses librairies mythiques et ses cercles littéraires, offrait une rampe de lancement pour son manuscrit, provisoirement intitulé Vigne interdite. Les éditeurs voyaient en lui, une voix fraîche de la Provence queer, un pont entre tradition et modernité. Pourtant, quitter Louis maintenant, alors que leur amour fleurissait enfin, semblait une trahison. Les nuits devinrent des champs de bataille, et si Paris nous sépare, murmurait Baptiste, lové contre le torse de Louis. Ce dernier, les doigts dans ses cheveux, répondait, « L'amour vrai voyage, mon ange. Il ne s'effiloche pas sur des rails de train. » La décision tomba lors d'une escapade au Calanque, un après-midi de juillet où la mer Méditerranée scintillait comme un miroir brisé. Allongés sur une plage de sable blanc, nus sous le soleil, ils parlèrent de tout, de l'enfance de Louis à la ferme voisine, des rêves de Baptiste d'enseigner un jour, de ce fils Enzo qui, peu à peu, s'ouvrait à son père. « On ira à Paris ensemble », décida Louis, scellant le pacte d'un baiser salé par l'écume. « Je trouverai du boulot là-bas au docker sur la Seine, pourquoi pas ?» Baptiste rit, le cœur allégé. Pour la première fois, il vit un avenir, pas une fuite, mais un chemin pavé de compromis et de joie partagée. Le départ fut doux amer. Henri vint les aider à charger le camion de location, serrant Louis dans ses bras comme un frère retrouvé. « Prends soin de lui », grognatait-il, glissant une bouteille de leur meilleur millésime dans les bagages. Enzo, en vacances d'été, les accompagna à la gare, un ado gauche qui offrit à Baptiste un dessin maladroit aux deux silhouettes enlacées sous une grange. « Pour que vous vous souveniez », marmonna-t-il, rougissant. Marseille s'effaça dans un tourbillon de palmiers et de cargos, laissant place aux champs de tournesol qui saluaient l'entrée en Île-de-France. Paris les accueillit avec son chaos organisé, un studio minuscule dans le Marais, quartier gay historique, où les murs suintaient d'histoire autrefois bordel, aujourd'hui café branché. Baptiste plongea dans les révisions de son livre, collaborant avec un éditeur excentrique nommé Émilie, une lesbienne aux lunettes rondes qui le poussait à creuser plus profond dans l'émotion brute. Louis, fidèle à sa parole, décrocha un poste dans un atelier naval sur la Seine, rentrant les soirs avec des anecdotes de marins tatoués et des fleurs volées dans les jardins publics. Ils exploraient la ville comme des amants en lune de miel, une expo de Mapplethorpe au Louvre, où les nus masculins les firent rougir d'excitation, une soirée au Queen, club mythique, où ils dansèrent jusqu'à l'aube, corps contre corps au rythme d'une techno lancinante. Mais Paris, avec sa frénésie, testa leur ancrage. Louis, déraciné, sombra parfois dans la mélancolie, ici, tout est éphémère. Comme nous. Baptiste, absorbé par les deadlines, négligeait ces signaux. Le point de rupture vint en octobre, lors d'une lecture publique de Vigne interdite dans une librairie du quartier latin. La salle bondée applaudit,
mais un journaliste, un homophobe voilé, posa une question perfide, votre histoire romantise-t-elle la trahison familiale? N'est-ce pas un cliché queer pour choquer? Baptiste, pris de court, balbutia une réponse, mais la flèche frappa Louis, assis au premier rang. Le soir, explosion, tu nous exposes comme un trophée, cria Louis. Et moi, je suis quoi? Ton ombre? La dispute fut violente, mots comme des gifles, Louis accusa Baptiste d'ambition égoïste, Baptiste reprocha à Louis sa jalousie d'insécure. Ils dormirent dos à dos, le studio étouffant de non-dits. Au matin, Louis fit ses bagages. Je rentre à Marseille. Pour Enzo, pour la mère, Baptiste, paniqué, le retint, ne pars pas. Pas comme ça. Ils pleurèrent, s'étreignirent, et parlèrent jusqu'au crépuscule. Louis avoua sa peur profonde, celle d'être, le vieux amant usé, dans un monde jeune et brillant. Baptiste, humble, promit l'équilibre, moins de spotlight, plus de nous. Leur réconciliation fut un renouveau. Ils adoptèrent un chat errant, gris comme la Seine, nommé Rimbaud pour conjurer les tourments poétiques. Vigne interdite sortie en janvier 2025, un succès modeste mais sincère, critiques élogieuses dans le monde, des lettres de lecteurs touchés par cette histoire d'amour rural et rebelle. Henri, fier, envoya un colis de livres signés pour le village. Enzo, en visite, découvrit Paris avec émerveillement, posant à Louis des questions sur l'amour, c'est dur, hein, papa? Louis, riant, répondit, oui, mais beau. Comme la vie. L'hiver s'adoucit en printemps, et avec lui, une nouvelle étape, Baptiste accepta un poste d'assistant à la Sorbonne, Louis lança un petit business de réparation nautique. Leur amour, jadis grange clandestine, devint un foyer, des dîners avec Julien, des week-ends en Provence pour arroser les vignes d'Henri. Un soir de mai, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg, Louis mit un genou à terre. Pas de bague clinquante, mais un anneau d'argent gravé d'une grappe de raisin. Épouse-moi, Baptiste. Pas pour la loi, mais pour nous. Les larmes coulèrent, le « oui » fut un souffle. Le mariage, discret, eut lieu en juin dans le Luberon, entouré de la famille élargie, Henri ému aux larmes, Enzo porteur des alliances, Julien témoin avec un discours hilarant. Le village, assagi par le temps, applaudit un pas vers l'acceptation. Baptiste et Louis dansèrent sous les étoiles, leur corps unis comme au premier baiser, le foin remplacé par une piste improvisée. Des années plus tard, en 2030, Baptiste relira son livre à ses étudiants, concluant « L'amour n'est pas une grange fermée, mais un vignoble ouvert au vent. Il trahit, il blesse, mais il guérit. Et dans cette guérison, nous trouvons l'humain. » Louis, vieilli mais toujours beau, sourira depuis le fond de la salle, leur fils adoptif un garçon rescapé des rues de Marseille dormant paisiblement à la maison. Car l'amour, vrai, est humanité pure, imparfait, résilie, éternelle.